Enfin, vraiment, moi, ma philosophie de vie, c'est de faire ce qui me fait vibrer, de poursuivre mes passions, d'être à 110% en fait dans mes projets. Moi, j'arrive pas à me dire je vais dans un projet, mais je le fais tranquillou à 80%. Enfin, c'est pas moi, quoi. Ce qui va mener aux plus belles choses dans sa vie, c'est d'aller faire les choses qui nous font peur et qui nous tiennent à cœur. Hello, c'est Loïc Blanchard, le créateur et host du podcast indépendant Les Frappés. Je suis un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui reconverti en sportif aventureux, mais aussi entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. Passionné d'outdoor et de défis en tout genre, j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience, de dépassement de soi et de détermination, en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés. J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Bienvenue sur le podcast Diane. Merci à toi, merci de m'avoir invité. Je suis ravi de t'accueillir. Merci beaucoup d'avoir libéré du temps entre ton job, tes entraînements. D'ailleurs, on va en discuter parce qu'entraînement, je ne sais pas si tu es encore sur les 2 disciplines que tu pratiques ou pas. Mais voilà, en tout cas, je sais que tu es très busy. Donc, c'est vraiment super que tu aies pu te libérer. Merci beaucoup pour ça. Et puis moi, je suis ravi de t'accueillir parce que tu viens d'un univers, d'une discipline que je connais assez peu, pour être honnête, pour pas dire pas du tout, les pentathlons. Et puis là, tu es en train de gérer un changement que je trouve hyper intéressant et hyper courageux. Donc, je suis vraiment, vraiment curieux que tu puisses nous en dire plus. Mais écoute, ce que je te propose, c'est tout simplement de commencer par te présenter, nous dire qui est Diane. Merci déjà de m'accueillir sur le podcast que j'ai déjà regardé quelques petits épisodes, enfin plutôt écouté quelques petits épisodes et c'était vraiment intéressant d'avoir des profils variés comme dans les forces spéciales, des aventuriers, c'était vraiment top. Donc un honneur d'être dans ce podcast. Et du coup, qui c'est Diane? C'est quelqu'un multifacette, plusieurs casquettes. Du coup, je commencerai à la base. Du coup, je suis athlète de haut niveau, du coup, en athlétisme. Donc, je faisais de l'heptathlon. Donc, du coup, pour resituer pour les personnes qui savent pas exactement ce que c'est c'est cette discipline de l'athlétisme. Donc, c'est présent aux Jeux Olympiques. Donc, c'est une discipline exclusivement féminine parce que l'équivalent, c'est le décathlon chez les hommes. Du coup, on fait 7 épreuves en 2 jours, donc c'est toujours le même ordre. Donc, du coup, c'est 100 mètres haies, saut en hauteur, lancer de poids, 200 mètres. Donc, ça, c'est la première journée. Et la deuxième journée, c'est saut en longueur, lancer de javelot, et on finit par un 800 mètres. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait pendant 12 ans. Donc, voilà, au niveau, j'ai fait 6 sections en équipe de France dans les championnats d'Europe à Berlin. Donc, ma meilleure expérience en 2018. Donc voilà, c'est incroyable de courir devant 60 000 personnes. Et du coup, vu que comme dans mon sport, enfin comme dans mon ancien sport, j'aime pas m'ennuyer. Du coup, j'ai fait des études à côté, donc études d'ingénieur à l'INSA à Lyon, donc spécialité sciences et génie des matériaux. Sauf que j'ai fait des premiers stages en recherche parce qu'on est obligé de passer un peu par le monde de la recherche et des stages scientifiques, ce qui est logique pour une école d'ingénieur. Et j'ai senti qu'il manquait un petit quelque chose parce que j'avais besoin de plus. Il me manquait un peu le côté humain. Du coup, j'ai complété avec un master en management et en finance à l'EM Lyon. Et du coup, là, je fais mon stage de fin d'études à la BPI. Donc, c'est la Banque publique d'investissement. Et du coup, c'est un stage un peu qui mêle un peu les deux milieux parce que du coup, je suis chargée d'études d'innovation. Donc, ça veut dire, en fait, je vois les startups innovantes de l'écosystème. Moi, je suis sur Paris. Et du coup, elles me présentent leurs projets, leurs programmes de recherche et développement, qui elles sont, d'où elles viennent, où elles vont. Moi, j'analyse du coup tout ça. J'analyse aussi leur performance financière. Et après, moi, je soumets une proposition d'un montant pour une subvention, un prêt ou un accompagnement. Donc, c'est hyper varié, hyper intéressant. J'ai des projets sur les crypto-monnaies, j'ai des projets sur des robots chirurgicaux avec des chirurgiens. Là, je viens d'avoir une taux-futerie pour des circuits courts sur Paris. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment tout et vraiment
on pivote, donc c'est pas mal. Et justement, en parlant de pivot, bah, du coup, moi, j'ai décidé, là, il y a 6 mois, de changer de sport. Donc, de partir de l'heptathlon au rugby à 7. Et du coup, dans l'optique de Paris en 2024. Donc, voilà, petite présentation générale. Et sinon, dans ma vie perso, j'adore voyager. Je suis partie 2 mois toute seule en Nouvelle-Zélande pour faire des randonnées et Waouh. rencontrer des gens. Et voilà, et à peu près tout m'intéresse, quoi. Donc c'est intéressant, ce qui est logique. Waouh, quel parcours en tout cas, incroyable, punaise. Donc études d'ingénieur couplé avec un master à l'EM Lyon, 12 ans dans une discipline, l'heptathlon, et maintenant une reconversion en rugby à 7. Punaise, ça fait effectivement beaucoup de casquettes à gérer. Mais première question, peut-être juste par rapport à l'heptathlon, je ne savais pas du tout que c'était une discipline uniquement féminine. Et tu disais, c'est que le décathlon n'est pas ouvert aux femmes, c'est ça? Donc il y a eu le penchant féminin qui a été créé à travers l'heptathlon. Ouais, c'est ça. En fait, ça vient de quelque chose de sexiste à la base, c'est que les femmes pouvaient pas faire du saut à la perche jusque dans les années 80 et c'est rentré aux Jeux Olympiques en 2000, parce qu'on nous considérait pas capable de faire ça. Et aussi jugé que ça allait être trop dur de faire 10 disciplines pour une femme. Du coup, au début, il y avait du pentathlon, donc 5 disciplines. Après, ils en ont mis 7. Et depuis, en fait, ils changent pas sur les programmes. Ils invoquent des problèmes de place, mais c'est surtout que il y en a qui disent que c'est une histoire d'avoir sa discipline. Enfin, moi, pour moi, devrait y avoir la parité, ça c'est clair. Mais ça bouge pas à ce niveau-là sur les instances, ce qui est bien dommage. Du coup, c'est l'une des je pense la seule discipline au monde qui est pas ouverte aux deux. Après, en soi, c'est possible de faire un décathlon. Il y a des femmes qui en font, personne nous empêche. Mais par contre, sur les grosses compétitions internationales, Jeux Olympiques, Championnat du monde, Championnat d'Europe, c'est que de l'heptathlon. Donc, peu d'intérêt de faire du décathlon sinon. Ouais, punaise, c'est dingue ça. Ok, je savais pas du tout. Ouais, Comme quoi, il y a encore des disciplines dans lesquelles il y a des choses peut-être à faire évoluer, mais ok. ouais, assez fou. Ouais. Et alors un autre fun fact que j'ai lu dans un de tes articles sur l'heptathlon, c'est qu'en fait donc les épreuves durent 2 jours, c'est ce que tu nous expliquais juste avant. Ouais. Par contre, si on chronomètre chacun de tes efforts sur ces 7 disciplines, c'est moins de 10 minutes, c'est ça au total? Ouais, c'est ça, bah parce que en soi, si on enlève tous les échauffements, si on prend juste le temps d'effort comptabilisé, c'est que des efforts courts. En 100 mètres, ça va être 13 secondes. La course la plus longue, bah, ça va être le 800 mètres, ça va être un tout petit peu plus de 2 minutes. Et en soi, des sauts en hauteur, ça prend peut-être 10 secondes pour chaque saut. Donc en fait, c'est très très court, mais au final, très très long dans l'effort. Donc du coup, c'est ça qui est compliqué à gérer, c'est qu'il faut vraiment arriver à gérer en fait d'avoir des hauts très courts sur 2 jours et après tout le moment en fait c'est comment se préparer pour avoir que ces hauts soient le plus haut possible et du coup avoir des moments de récupération, rester en pression mais quand même arriver à y redescendre pour regagner son afflux, regagner son énergie. Donc c'est une vraie école de la vie à arriver à mettre de l'intensité au moment où il faut, là où il faut et pas avant, pas après. Mais voilà, et arriver quand même à bien s'échauffer parce que c'est sûr, on n'arrive pas en mettant ses pointes et on fait un 100 mètres comme ça, quoi. Ouais. Mais ouais, je crois que tu l'as très bien résumé. Tu vois, enfin, je connais pas du tout ta discipline, mais c'est ce qui m'est venu en tête quand j'ai vu moins de 10 minutes d'effort sur 2 jours. J'ai tout de suite pensé, mais en fait, comment est-ce que tu gères le fait de rester 100% focus sur 48 heures, sachant qu'au final, dans l'effort, tu y es assez peu de temps. Donc, toi, parce que même si, bon, là, tu as changé de discipline, tu as quand même fait 12 ans au plus haut niveau, comment typiquement est-ce que tu préparais et comment est-ce que tu te réalisais une épreuve sur 2 jours avec ce niveau d'intensité? C'était quoi les outils que tu mettais en place tu vois, en phase de préparation et pendant l'épreuve?
Ouais, bah comme tu dis, c'est des outils à mettre en place. Enfin, ça s'est fait vraiment progressivement. En fait, bah je pense que c'est comme tout, faut pratiquer pour arriver à trouver sa bonne méthode et trouver en fait ce qui marche en fait. Parce qu'on a beau faire des plans, pour moi, faut être dans l'action et faire. Et du coup, bah ça vient petit à petit. Surtout que les formats évoluent parce que par exemple, quand on est petit à petit niveau, ça va être beaucoup plus condensé. En fait, la première journée, ça va être de 14h à 18h. Et la deuxième, ça va être de 10h à 15h. Donc en soi, c'est beaucoup moins long. Alors que par exemple, au niveau international, bah, va y avoir une première et deux premières épreuves le matin de 8h à midi. Après, va y avoir 7 heures de pause et on va revenir sur la session du soir, donc de 20h à 22h. Puis on va repartir le lendemain sur la session du matin de 10h à 11h. Puis on va avoir une pause de 6-7 heures et on va repartir sur la dernière épreuve vers 20h. Donc en fait, ça va changer. Donc c'est un gros travail. Déjà, je pense premièrement, il y a un gros travail physique à faire déjà pour être prêt à encaisser tout ça. Mais pour moi, il y a un gros travail mental parce que pour moi, c'est bien d'être prêt physiquement, mais pour moi, dans la perf, il y a au moins 60% de mental. Donc ça c'est clair. Et du coup, moi, j'ai pas mal travaillé avec un préparateur mental sur tous ces aspects. Parce que moi, j'avais vraiment le tempérament de y aller et de jamais redescendre en pression. Moi, au début, j'étais à fond pendant 2 jours, sauf qu'à la fin, j'étais morte et forcément, je perdais de l'influx parce qu'on peut pas être à fond pendant 2 jours. Enfin, enfin, on aimerait bien, mais c'est pas possible. Ça serait beau quand même. Mais du coup, j'ai appris à pas mal travailler sur ça, donc à vraiment me préparer déjà en amont. Donc, comme tu dis, c'est hyper important. Enfin, tu l'avais mentionné. Donc, déjà en fait, de savoir à quelle heure on passe sur chaque épreuve. Quelle intention on veut mettre sur chaque épreuve, savoir exactement, en fait, avoir dans la tête chaque épreuve, c'est hyper important parce qu'en fait, si on arrive et qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire, bah, en fait, c'est de l'énergie qu'on va perdre sur le moment. Alors qu'en fait, si on s'est déjà préparé en amont à qu'est-ce qu'on va faire, bah, c'est beaucoup plus facile. Et bien sûr, il faut se préparer aux circonstances. Du coup, en fait, ce que je faisais, c'est que je préparais plein de scénarios alternatifs dans ma tête. Donc, par exemple, si j'expose mon record à la première épreuve, comment je réagis, qu'est-ce que je fais et comment j'arrive à redescendre en pression et à l'inverse, si ça s'est pas bien passé, comment je réagis et comment je me remobilise sur la suite. Parce que ça, c'est mon préparateur mental qui me l'a dit. Et en fait, si on a déjà visualisé la situation, en fait, il suffit de ressortir en fait le petit tiroir et d'avoir la réponse adéquate. Alors qu'en fait, si on la découvre sur le terrain, bah forcément, on va plus avoir tendance à paniquer, à pas savoir, et ça va être de l'énergie perdue et on n'aura pas forcément la bonne réponse adéquate. Donc déjà, j'essaye de me préparer à toutes les éventualités, donc ça c'est hyper important. Et ensuite, j'ai pas mal utilisé la respiration. C'est quelque chose aussi que j'utilise même dans ma vie de tous les jours. En fait, juste se poser 5 minutes et enfin faire un exercice qu'on appelle cohérence cardiaque. Donc respirer, inspirer 5 secondes, respirer 5 secondes. Et c'est vrai que ça permet de vraiment calmer, de se remettre les idées en place et c'est important. Et donc ça, je l'utilise pas mal. Et puis après, quand il y a des grosses pauses, comme dans les grands Shmona, moi je me suis fait piéger à mon premier grand Shmona parce que j'avais pas l'habitude de gérer une pause de 6 heures. Mais maintenant, ça va, j'arrive. C'est vraiment se déconnecter, aller parler en fait à d'autres personnes, enfin tout simplement leur parler d'autres choses, rigoler. Moi, c'est ce qui marche le mieux. Et voilà. Et puis après, se restaurer pour être bien physiquement. Mais en vrai, si le mental suit, le physique suit. Enfin, si on est entraîné quand même. Ouais. C'est super intéressant cette notion de déconnexion. Tu vois, moi je viens d'un univers assez différent. Le judo, c'est aussi, je dirais que c'est plutôt de l'intensité quand même, parce que les combats, j'avais commencé, c'était 3 minutes, et après en senior, 5 minutes. Donc c'est relativement court comme effort, tu vois, par rapport à un match de rugby. Mais Ouais. par contre, en termes de durée d'épreuve, c'était peut-être maximum une journée, tu vois, souvent plutôt une demi-journée, une après-midi, une matinée. Ce qui fait que quand tu parlais de déconnexion, et moi je me suis replongé dans mes années judo, moi je pense que j'étais plutôt au contraire, du fait de la durée assez courte de l'épreuve,
j'étais plutôt en mode surtout ne pas déconnecter, tu vois, dans ma bulle tout le temps. J'allais typiquement que j'allais pas parler, tu vois, à d'autres personnes, j'allais pas faire un tour dehors, à moins qu'il y ait vraiment 2 heures d'attente. Mmh. C'était la bulle, la bulle, la bulle. Ouais. Donc c'est intéressant de voir les différents schémas au final par rapport à la durée de l'épreuve. Ouais, bah ça, c'est vrai que la bulle, moi, au début, je voulais vraiment la garder, mais en fait, c'est humainement pas possible. Et du coup, Eh bah, oui, en parlant avec, bah, justement, moi, j'ai eu l'occasion de côtoyer pas mal de champions, et championnes, Antoinette Nadjimou, Kevin Meyer, et je les voyais sortir de leur bulle, et je me suis dit, bon, bah, enfin, faut que j'arrive à sortir de ma bulle aussi. Du coup, je leur ai demandé des petits conseils, et c'est comme ça que ça se fait, en fait. Faut prendre exemple sur les meilleurs et essayer d'appliquer ce qui marche à soi, en vrai. génial. Génial. Et alors, comment est-ce que tu gères la nuit entre les deux journées? C'est tout bête, mais tu vois, je me dis, encore une fois, si je me replonge dans mon passif à moi, j'aurais été, je pense, hyper stressé. Je pense que j'aurais vraiment eu du mal à accueillir ce moment de repos et à pas me projeter sur les épreuves du lendemain, refaire de la visualisation, tu vois, me réimaginer tous les scénarios. Bah, en vrai, c'est vrai qu'elle est importante, mais pour moi, c'est plus avant qui est important. Enfin, au niveau du sommeil, pour moi, il faut plus être hyper reposé en fait quand on arrive. Donc, Ok. les 2 semaines précédentes, avoir vraiment, vraiment bien dormi. Et après, en fait, on sait que cette nuit-là, on va pas forcément, ça va pas être la meilleure nuit de notre vie. Souvent, les courses, souvent, ça dure, même si on l'optimise, ça dure 5 heures entre la sortie de la dernière épreuve, le temps de manger, le temps d'aller faire des soins au kiné, le temps de se réveiller le lendemain 3 heures avant l'épreuve. On sait qu'elle va être courte. Donc déjà, faut l'accepter. Faut pas se dire, je vais avoir mes 8 heures, 9 heures de sommeil. Ouais. Je panique, quoi. Faut en récupérer pas mal avant. Et puis après, bah pareil, exercice de respiration. Moi, j'utilise une petite application Headspace. Je suis pas sponsorisée, hein, c'est pas de la pub, c'est vraiment que j'utilise. Et ils ont des petites applications enfin, un petit audio de sommeil. Et du coup, bah, j'essaye d'en mettre et souvent ça me calme aussi. J'essaye de lire un livre parce que ça apaise de couper les écrans. Enfin, les choses classiques en fait d'une nuit de sommeil, de pas tout révolutionner. En fait, faut pas essayer de tout révolutionner le jour J. Il faut faire ce qui marche pour dormir de manière normale et essayer de renforcer un peu les principes, quoi. Hmm. Et pour peut-être pour rentrer dans le détail sur la partie préparation physique, même si j'ai bien noté que enfin, ta vision des choses, c'est que 60% à peu près hein, de la performance se fait au mental. Et bon, à titre perso, je suis 100% d'accord avec toi. Mais sur la partie préparation, quelle était ton approche, sachant que tu avais 7 disciplines à couvrir? C'est vrai. Bah, du coup, moi, mon approche, elle a évolué. Au début, moi, j'étais vraiment un peu en mode bourrin. Je me suis dit, il faut que tu aies un physique monstrueux, enfin une caisse monstrueuse, que physiquement tu sois monstrueuse. Et la technique, il y aura un peu de technique qui sera mis dessus, quoi. Enfin, c'était un peu la vision du début. Donc, ça a pas mal marché. Après, j'ai quand même eu pas mal de pépins, en fait, quand j'étais jeune. Je me suis fait le croisé. J'ai eu un corset pendant plusieurs mois. Je me suis fait des entorses à la cheville. Et du coup, bah, ça m'a fait pas mal réfléchir. Je me suis dit, bon, ben, c'est bien de vouloir avoir un gros physique, mais à force de vouloir le pousser au maximum, en fait, tu te blesses avant de pouvoir t'exprimer. Et toutes mes années entre 16 ans et 20 ans, en fait, je savais que j'étais forte, mais je pouvais pas m'exprimer, en fait, parce que j'étais tout le temps blessée. Donc, je me suis dit, bah, en fait, ça sert à rien, parce que faut mieux Ouais. être un peu moins en forme et pouvoir s'exprimer que être blessé parce qu'en fait enfin on peut pas s'exprimer, c'est le pire. Et du coup bah j'ai réfléchi, je me suis dit, bah en fait le plus c'est pas toujours le mieux, enfin des fois faut mieux enfin, ce qui est dur à accepter, ce qui était dur à accepter, je me suis dit, bon bah faut faire les choses intelligemment, à des moments mettre des grosses séances et bien s'envoyer. Ça a toujours été ma force, c'est que il y a beaucoup à l'heptathlon, par exemple, qui ont peur du 800 mètres parce que bah, c'est l'épreuve qui fait le plus souffrir. C'est lactique, le cœur il monte à 205 pulsations, on finit vraiment mal. Et alors que moi, j'ai toujours aimé, en fait, enfin, me surpasser, aller dans la souffrance. Moi, c'est vraiment ce que j'affectionne. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand je me suis donné à 120%, que je finis en croix, bah, j'ai l'impression que je suis allée au bout de moi-même et que c'est comme ça que je vais progresser.
Donc, je continue à faire bien sûr des séances comme ça, mais je me suis dit, bah, déjà, si tu mets un peu plus de technique, si tu vas chercher des gens plus, enfin, compétents en musculation et ailleurs qui vont t'apporter les bonnes techniques, les bons principes, et ben ça va t'aider. Voilà, j'ai mis un peu de physique et de technique. Et après, en fait, une semaine d'entraînement, en fait, on va essayer de faire au moins une fois par semaine chaque épreuve. Bah, du coup, pour mettre Ah ouais. un peu de technique dessus. Après, il y a des épreuves qu'on va faire plus. Bah, par exemple, faire du sprint, c'est la base dans toutes les épreuves. Donc, ça, on va pas y couper. Ça va être toute l'année, tout le temps, voire une, deux fois par semaine. Et sprint est couplé. Et par exemple, des épreuves un peu plus techniques comme la hauteur, ben, on peut se permettre de pas faire des séances certaines semaines parce que en soi, si on est préparé physiquement et qu'on a eu les principes un peu techniques, ben ça va aller. Et puis après, en fait, ça dépendait des années. Des fois, je me disais bon bah cette année j'ai envie de travailler mes points forts parce que des fois c'est bien de renforcer ses points forts. C'est là où on pouvait aller chercher le plus de points, le plus à gagner. Donc je faisais mes points forts et certaines années je me disais bon bah mes points faibles ils sont trop faibles, je vais mettre l'accent sur ça. Et certaines années moi mon gros point faible à la base c'était la hauteur et une année bah, j'en faisais 3 fois par semaine pour que ça revienne à un niveau correct quoi. D'accord. Ok. Et par rapport, ouais, donc, punaise, si tu dis une fois par semaine à peu près chaque discipline, j'imagine qu'en termes de charge, ça doit être assez costaud. Et je serais curieux de savoir, est-ce que tu vois est-ce qu'il y a de grosses différences sur les chronos, les performances entre les heptathlètes et les athlètes de chaque épreuve individuelle? Tu vois, quelqu'un qui ne fait Ouais. que du 800 mètres ou que du saut, est-ce qu'il y a vraiment des gros écarts de performance? Bah, en fait, ça va vraiment dépendre, un, des disciplines et deux, du profil, parce qu'en fait, c'est ça qui est bien à l'heptathlon, c'est qu'il y a divers profils. Il y en a qui vont être sprinteurs, sauteurs, donc hyper rapides, hyper bons au saut, mais un peu moins bons, par exemple, au lancer. Il y en a qui vont plus être bons de partout, mais qui vont pas exceller quelque part. Donc, en fait, ça dépend des profils. Par exemple, pour prendre un exemple, aux Jeux Olympiques de Rio, celle qui gagne l'heptathlon, du coup, Nafissa Toutiam, elle aurait pu gagner le saut en hauteur avec son saut de l'heptathlon. Donc, c'est pour dire que dans Waouh. certaines disciplines, ça rivalise vraiment. Souvent, au niveau mondial, les meilleurs au 100 mètres, elles pourraient rentrer dans les finales olympiques, dans les finales mondiales. Assez impressionnant. Les disciplines où on est un peu plus loin, ça va être lancer de poids parce que bah, on n'a pas le gabarit pour il nous manque quelques kilos quoi et 800 mètres aussi à l'inverse parce qu'il faut vraiment il faut faire des kilomètres et du coup on n'a pas le temps d'en faire et l'énergie à en dépenser pour. Et après au niveau national bah, c'est ça qui était bien parce que par exemple moi, je faisais ma saison d'heptathlon et après, du coup, moi, j'allais faire les championnats de France individuels, enfin comme la plupart des autres. Et vu que moi, j'avais des gros points faibles et du coup un peu des points faibles, enfin des gros points forts et quelques points faibles, bah, du coup, sur mes gros points forts, j'allais faire les championnats de France et bah, j'ai déjà été championne de France. Enfin, je montais sur les podiums. Moi, je faisais le 400 mètres, même s'il n'y a pas à l'heptathlon. En fait, c'est un petit mix de tout parce qu'il faut de la vitesse, des aides, de la puissance. Et du coup, bah, j'ai fait 5 podiums au championnat de France là-dessus. J'ai fait championne de France aussi. J'allais faire aussi des fois au 800 mètres, j'arrivais à rivaliser. Au saut en longueur, j'arrivais à rivaliser. Et en fait, sur les 7 disciplines, il y en a 6 sur lesquelles je pouvais me qualifier au championnat de France et 4 sur lesquelles je pouvais faire des finales à peu près, quoi. Donc, en vrai, Waouh. souvent, on rivalise. Ouais, waouh, c'est super impressionnant et surtout, enfin, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi, c'est la preuve que les entraînements croisés, tu vois, de pas être 1000% que dans sa discipline unique, est-ce que ce serait pas la preuve quelque part que c'est super bénéfique et que tu peux performer sur du 800 mètres en faisant autre chose finalement que du 800 mètres? Alors, peut-être pas le 800 mètres parce que tu as dit que c'était la discipline ou non, mais tu vois, je sais pas, Mais sur d'autres, sur les haies par exemple, est-ce que tu dirais que voilà, il y a un vrai intérêt à faire du croisé et qu'au final, ça a aussi un impact hyper positif sur la perf?
Ouais, franchement totalement d'accord avec ça, même de manière un peu plus philosophique dans la vie. Enfin, je pense que en faisant une multitude de choses, souvent c'est hyper complémentaire et c'est comme ça qu'on apprend et surtout qu'on s'épanouit. Parce que comme je l'ai dit et comme tu l'as dit, enfin la tête c'est hyper important et je pense que du coup d'avoir un entraînement croisé, ça permet déjà d'avoir un entraînement plus varié, donc de moins saturé, de travailler de manière différente, d'habituer aussi sa motricité. Donc pour moi, ça a plein de bénéfices. Et après, c'est sûr que si on veut exceller, qu'on veut être champion olympique, à un moment, va falloir faire un choix. Mais par contre, dans tout ce qui est la formation, c'est hyper important. Dans tout ce qui est le sport loisir ou le sport même compétition, je trouve que c'est hyper important, c'est hyper bénéfique. De toute façon, le plus d'informations qu'on peut aller rechercher, ça va vraiment nous aider à grandir, quoi. Donc, ouais, franchement, à 200%. Génial. Alors, t'as parlé du fait que j'ai le sentiment qu'il y a eu un peu deux phases dans ce que tu décrivais dans ta pratique de l'heptathlon. Une première où tu étais vraiment concentré sur le physique, le cardio, voilà, être vraiment au-dessus du lot par rapport à tes capacités. Mais que l'impact de cette charge de travail que tu t'es imposée, ça a été des blessures. Euh, et bon, comme tu le sais, sur le podcast, on parle de résilience, de détermination, de dépassement de soi. Donc, si on fait un zoom sur la partie plus résilience, comment est-ce que tu as appris à gérer ces blessures qui t'empêchaient, comme tu le disais, de t'exprimer, et en quoi est-ce que ça a changé ta pratique de l'heptathlon et peut-être ton approche du sport en général? Du coup, comment je les gérais? Souvent, j'avais une petite phase où je faisais le deuil, où j'étais clairement triste, je pleurais, mais je pense que c'est humain, il faut passer par là, faut pas refouler ses émotions. Et en fait, par contre, direct après, souvent ça durait que quelques jours ou une petite semaine, je me disais bon voilà là où tu en es. Et en fait, à chaque fois, j'avais le sentiment que il y a quelque chose d'inachevé. En fait, il y avait un feu qui continuait de brûler en moi, à me dire bah non, c'est pas terminé, tu peux pas finir là-dessus. Donc recontinue. Et puis j'avais une telle envie en fait de pratiquer, de m'éclater, parce qu'à chaque fois moi je suis aussi tirée par la passion. En fait, pour moi faut être passionné de ce qu'on fait. Donc ma blessure ça m'a enlevé ça, mais je me disais bon si t'as une blessure, c'est que il y a quelque chose qui a été mal fait. Enfin, moi, je pars pas du principe d'être défaitiste en me disant il y a une blessure, c'est la faute à pas de chance, dommage quoi. Enfin, même pour moi, par exemple, quand je me suis fait une entorse, j'ai mis le pied sur une latte, on pourrait dire bah c'est un accident, c'est de la faute à pas de chance. Mais pour moi, je me suis dit bon c'est qu'il y a quelque chose, c'est que t'étais fatigué, c'est que t'étais pas attentive, donc il y a forcément quelque chose derrière. Et du coup, en fait, je me disais, bon, qu'est-ce que je peux faire? Moi, c'était toujours la première question que je posais au docteur, au médecin, au chirurgien. Je leur disais, là, je viens de me faire opérer, là, je viens de me faire ça, mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux aller à la piscine? Est-ce que je peux faire de la musculation? Donc, en fait, déjà, je cherchais quoi faire pour, en fait, rester dans une dynamique d'être active, d'être dans l'action. Parce que pour moi, la réflexion, c'est bien. Je réfléchis beaucoup, mais faut être dans l'action pour avancer quoi. Enfin il y a que ça qui les mots c'est bien, mais on sera jugé que sur nos actions, et même moi-même je me juge que sur mes actions. Donc déjà, un, se remettre dedans, deux, trouver les causes, en fait, réfléchir pourquoi on s'est blessé, est-ce que c'est le programme d'entraînement qui est pas adapté, est-ce que c'est nous qui avons pas une hygiène de vie assez bonne, est-ce que, divers facteurs, et essayer de voir en fait les actions qu'on veut faire pour les résoudre quoi. Ouais. Voilà, super intéressant comme schéma mentaux. Est-ce que tu serais OK pour nous partager peut-être la façon dont tu as géré du coup la dernière en date? Parce que je sais qu'elle a été particulièrement intense d'un point de vue émotionnel, cette blessure. Et peut-être, tu vois, en quoi est-ce que ça a influencé ta décision de pivoter dans ton sport? Ouais, du coup, la dernière, c'était des tendinites au tendon d'Achille et bursite. Du coup, j'en ai eu sur les 2 dernières années, je pense que j'en ai eu 2.
Là, je remettais pas du tout en cause mon hygiène de vie. J'avais une hygiène de vie impeccable. Enfin, j'étais vraiment déterminée en fait pour me qualifier aux Jeux Olympiques de Tokyo. Mais en fait, à chaque fois, j'avais cette tendinite au tendon d'Achille et petit à petit, ça m'a fait perdre un peu justement cette passion de l'heptathlon que j'avais réellement. En fait, je mettais tout dans le sport, mais en fait, j'avais l'impression que j'y allais parce que j'étais assez forte, que ça me plaisait, que c'était ce que j'avais toujours fait. Mais c'était plus comme avant. Je me levais pas, je sautais pas du lit quand il y avait compétition. Je me disais pas ouais c'est super, je vais faire une compétition. Et pourtant j'ai fait le circuit mondial tout l'été, donc c'était vraiment des belles compétitions qui auraient dû vraiment me faire vibrer. Mais il y avait plus cette petite flamme en moi. Et du coup, je suis arrivée au championnat de France. Normalement, j'étais clairement favorite. En fait, j'ai fait 4 fois dans la saison la perf qui aurait permis d'être championne de France. Mais en y allant, en fait, je me suis dit, en fait, tu vas juste faire le job. Et il y avait plus cette petite femme. En fait, il y avait plus, je me reconnaissais pas la Diane en me disant, tu vas tout gagner, tu vas tout pulvériser. Enfin, j'avais plus cette énergie un peu volcanique en moi. Et du coup, j'y allais. Et au bout de 2 épreuves, rechute de mon tendon d'Achille, alors qu'en finale, j'avais pas de signe avant-coureur. Enfin, sur le saut en hauteur, je me refais mal. Donc, je me dis quand même, tu peux pas t'arrêter là, tu peux pas pas terminer au championnat de France comme ça sur une blessure. Donc, je fais le poids, je serre les dents. Et après, je pouvais plus marcher après le lancer du poids. Donc, compliqué, mais je me dis, va quand même faire le 200 mètres. Du coup, je m'échauffe absolument pas parce que je pouvais pas poser le pied. J'arrive quand même à faire le 200 mètres, je le gagne. Bon, je fais un temps pas ouf, mais j'arrive quand même à le gagner dans la tête. Sauf que après la course, là, je pouvais vraiment plus marcher. Je me dis, là c'est terminé, quoi. Et donc voilà. Et pour petite anecdote, j'avais fait un heptathlon, du coup, 3 semaines avant à Tenerife. Et en fait, il y avait eu un truc ouf, c'est que du coup je faisais le 800 mètres parce que là j'étais arrivée au bout et en fait dans la dernière ligne droite en fait je me disais au fond de moi je sais pas il y a eu un petit truc dans ma tête qui m'a dit profite parce que c'est le dernier 800 mètres de ta vie que tu fais, alors qu'en fait c'était pas du tout le plan. Enfin il y a les championnats de France après, enfin j'avais pas prévu d'arrêter, mais en fait il y a eu un peu comme un cri du cœur, cette petite voix dans ma tête. Du coup, j'ai profité et après, j'ai pas mis cette petite voix de côté. Et du coup, après le championnat de France, en m'étant blessée, je me suis posée et je me suis dit, Diane, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que pour moi, le sport, c'est toute ma vie, c'est ma passion. Mon problème, c'était pas de pas me faire mal, d'arrêter. Enfin, c'était pas un problème de vouloir changer de vie. C'était juste que dans mon sport, j'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour, un peu lassé aussi par l'ambiance qui règne aussi dans la clé français, qui est pas exceptionnelle. Et lassé de faire mes séances souvent toute seule. Enfin, il y a plein de choses qui me pesaient dans le sport et aussi l'impression d'avoir fait un peu les objectifs qui faisaient vibrer quand j'étais petite, parce que quand j'étais petite, j'étais pas forcément la plus douée. Et du coup, dans mon rêve, c'était vraiment de faire un grand chemin, de porter le maillot de l'équipe de France. Et du coup, ça, je l'avais un peu réalisé. Enfin, je l'avais réalisé carrément. Et du coup, j'ai l'impression que, je voulais aller me qualifier aux Jeux Olympiques et tout, mais que j'étais arrivée un peu au bout de mes capacités, même si au final, je pense que c'était des barrières que je me mettais dans la tête, j'avais du mal à me les enlever. Et donc voilà, et puis ça me faisait plus vibrer. Je me suis dit, est-ce que tu es prête à repartir 3 ans comme ça? Et au fond de moi, la réponse c'était non. Et donc je me suis dit, est-ce que tu fais semblant, entre guillemets, en disant, parce que je suis sûre, là, si j'aurais reparti, j'aurais maintenu un bon niveau, j'aurais fait des podiums, je pense, au championnat de France, peut-être des petites sélections à droite, à gauche. Voilà, j'aurais pu être, entre guillemets, fonctionnaire de l'athlétisme. Et je me suis dit, non, vraiment, moi, ma philosophie de vie, c'est de faire ce qui me fait vibrer, de poursuivre mes passions, d'être à 110% en fait dans mes projets. Moi, j'arrive pas à me dire je vais dans un projet, mais je le fais tranquillou à 80%. Enfin, c'est pas moi, quoi. Et en fait, il y avait ce petite idée du rugby à 7 qui me trottait dans la tête depuis longtemps, parce que j'avais vu,
c'est un sport qui m'a toujours passionnée. Enfin, je regardais beaucoup de rugby à 15 et je trouvais ça hyper marrant, en fait. Enfin, marrant dans le sens d'aller au combat, mais avec respect, qu'il y ait plein d'aspects, en fait, dans le rugby à 7, ça va hyper vite. Et puis cet aspect collectif, moi, j'avais vraiment envie de le découvrir. Et du coup, je me suis dit, quand j'y ai pensé, j'ai vraiment pesé le pour et contre pendant 2 mois. Et en fait, mon cœur, il me portait vers le rugby à 7 et juste, il y avait ma raison, un peu reste dans ta zone de confort, reste à la clé. Et je me suis dit, bah non, en fait, on évolue, on grandit hors de sa zone de confort. Donc, vas-y, fais le pari, tente et suis ton instinct, suis ton cœur, quoi. Donc voilà, et maintenant, je fais du rugby à 7. Waouh! Excellent, excellent. C'est fou l'anecdote que tu racontes sur ton dernier 800 mètres. Parce que tu Ouais. savais déjà à ce moment-là à Tenerife que 3 semaines plus tard, évidemment, tu savais que tu allais au championnat de France. Ouais, non, je savais à Tenerife que j'allais au championnat de France et en plus, enfin, j'y allais pour le titre, donc c'était pas, j'y allais sans enjeu, mais je pense que à des moments, en fait, le corps, il sait, enfin, le corps, pour moi, il est hyper intelligent, il nous envoie plein de signaux et en fait, ce qui est important, c'est d'arriver à les décrypter, arriver à savoir ses envies et je pense que c'est comme ça, enfin, de manière plus générale, qu'on va vers l'épanouissement et le bonheur, mais c'est hyper dur à faire. Des fois, c'est dur à admettre parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, bah non, t'as les championnats de France. Enfin, c'était ma première réaction. Et puis, au final, je me suis dit, bon, bah, en fait, ton corps, il savait, quoi. Bah écoute, non, mais c'est fou comme histoire, hein. C'est vraiment. Ouais. Et puis c'est fascinant de voir, tu vois, la façon dont justement toi, tu as appris au fil des ans à écouter ton corps et à un moment donné de te dire, voilà, la tête me dit reste là où je suis, reste là où tu es parce que c'est ta zone de confort, mais que ton cœur t'appelait ailleurs et qu'au final, bah, voilà, tu as pris la décision de changer complètement de discipline. Euh, je sais pas. Alors, je suis pas un fabuleux expert de l'histoire du sport de haut niveau, mais les transitions comme ça entre disciplines qui ont pas enfin pas grand chose. Ouais, si, qui ont pas vraiment de lien entre elles. Je pense pas que ce soit hyper courant, non, quand tu as été pendant 12 ans au plus haut niveau, de basculer comme ça sur un sport qui a rien à voir. Ouais, c'est pas hyper courant. Il y en a déjà eu, du coup, je me suis un peu renseignée, j'ai fait une petite recherche. Il y a un Américain qui fait le 100 mètres en 10 secondes 30. Donc en France, il serait dans tous les relais, sauf qu'aux États-Unis, ça doit être juste, juste, entre guillemets, le 30e américain. Donc en fait, il est barré de tous les grands championnats. Il s'est dit, bon, bah, je vais aller tester le rugby à 7 et lui il a fait une très belle carrière justement au rugby à 7 sur sa pointe de vitesse quoi. Donc c'est déjà arrivé et après il y a pas mal d'athlètes qui vont au bobsleigh aussi, autre sport où il Ah y a oui. des transitions. Et sinon, à part ça, c'est vrai que c'est pas non plus hyper courant, mais en vrai, moi, j'aime bien me lancer des défis que personne n'a réalisé. C'est bien, c'est excitant au moins. C'est clair. Puis ça ouvre la voie pour d'autres, tu vois, parce que Ouais. je pense pas être représentatif de tous les anciens sportifs de haut niveau, mais à l'époque, si tu m'avais dit, bon, bah, tu passes du judo, je dis n'importe quoi, au water polo, ou tu vois, une discipline qui a rien à voir, je t'aurais dit, bah, enfin, non, c'est impossible, quoi. Et il m'a fallu 10 ans, 15 ans pour acquérir la technique. J'y connais rien dans l'autre discipline, même si elle m'intéresse. Typiquement le rugby, tu vois, enfin, c'est un bon exemple au final, parce que je trouve que c'est un sport qui a de belles valeurs, que j'ai toujours aimé regarder, mais si tu m'avais dit à l'époque, tu passes du judo au rugby, je t'aurais dit, bon, ouais, je sais pas, tu vois, ne serait-ce que la dextérité avec le ballon. Je suis pas bien sûr d'avoir les techniques. Et au final, ce qui est incroyable, c'est de voir que bah, toi, tu t'es lancé, tu t'es pas. Enfin, j'allais dire, tu t'es pas posé de questions. Si j'imagine qu'il y a beaucoup de questions avant, mais qu'au final, ça t'a pas empêché de le faire. Ouais. Bah, en fait, je me suis dit, bien sûr, toutes ces questions, je les ai eues. Je me suis dit, bon, bah, enfin, je vais avoir des problèmes techniques que j'ai pas, enfin, qu'il va falloir que je résolve. Mais en fait, je me suis tout de suite posée dans la posture. Enfin, ça m'a pas paru impossible. Enfin, je me suis dit, ça va être compliqué, ça va pas être facile. C'est sûr, bah, faut que j'apprenne à manier le ballon, faut que j'apprenne la posture, faut que j'apprenne les techniques. Mais en fait, je me suis dit, ma question, c'était plus combien de temps ça va me prendre. Je l'ai pas encore totalement Ouais. résolu. Mais enfin, je me suis dit en fait, c'est possible parce que à force de travail, enfin, je me suis dit, bah, faire une passe en rugby, elle est pas encore parfaite, faut que je la travaille. Mais je me dis en soi, si tu passes 1 heure par jour à faire des passes, à un moment, tu vas y arriver. Forcément, la technique, pareil. Si je regarde
des vidéos en permanence, si on m'explique, et en fait, surtout si je m'entoure des meilleurs, enfin des entraîneurs de l'équipe de France qui m'expliquent la technique, des joueuses que je parle beaucoup avec elles, je me suis dit, bah, ça doit quand même s'apprendre. Combien de temps ça va mettre, je sais pas, mais on va y arriver. Et je me suis dit, en fait, j'ai vu aussi comme à l'heptathlon, du coup, il y en a certaines qui ont des gros points forts et des gros points faibles. Et je me suis dit, ça n'empêche pas d'être performant. Le but, c'est de remonter ses points faibles et de continuer à monter ses points forts. Mais bien sûr, ce sera pas parfait niveau rugby tout de suite. Bien sûr, ce sera pas parfait niveau technique. Mais je me suis dit, si j'arrive à être au-dessus physiquement au niveau vitesse, à faire des différences sur mes jambes, jusqu'à quel point avoir une passe pas parfaite, ça peut passer. Et bien sûr, au fur et à mesure, je vais monter ma passe. Mais en fait, je l'ai vu comme ça. En fait, je me suis dit, bon, bah, faut pas viser en fait la perfection. C'est sûr, si je m'étais dit, bon, bah, faut que tu sois parfait dans tous les domaines avant de pouvoir jouer, bah, c'est sûr que Ouais. je me serais pas lancée. Mais je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir apporter quelque chose tout en continuant à progresser? Et en vrai, je le pense. Et après, je me suis dit, bah, après, c'est du travail, quoi. Enfin, tu passes 1 heure par jour. Là, c'est ce que je fais. Je passe 1 heure par jour à faire des passes et petit à petit, ça vient, quoi. Ouais. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis sur cette notion de finalement d'apporter de la richesse du fait de tu vois, ton parcours d'être athlète, Mm. d'apporter quelque chose de différent dans l'équipe. Et en parlant d'équipe d'ailleurs, comment est-ce que tu vas le gérer ça, cette transition entre sport individuel et sport collectif? Bah, ça, c'était aussi une question. Je me suis dit, enfin, ma peur, c'était, j'espère que je vais pas avoir un comportement trop individualiste. Et en fait, bah, déjà, j'étais étonnamment surprise. C'est que, enfin, il y a une bienveillance qui est folle, alors que le milieu de la clé, c'est vraiment un peu, chacun essaye de tirer sa couverture. C'est mon athlète, c'est mes perfs. Il y a un peu de jalousie. Enfin, c'est aussi pour ça que je suis partie de ce milieu. Et ça m'a vraiment changé en arrivant dans le rugby. Enfin, toutes les personnes que j'ai rencontrées, elles m'ont tout ouvert la porte, tout aidé. Enfin, par exemple, je joue enfin, au début, j'ai commencé à jouer dans une association, c'est les Seven Fantastiques, donc c'est une association de rugby à 7. Et du coup, je jouais que avec des garçons qui ont déjà joué au rugby. Donc je me suis dit, j'arrive, je sais pas faire du rugby, je joue avec des garçons. Enfin, je me suis dit, oh, enfin, je sais pas du tout comment ils vont m'accueillir et tout. Et ils m'ont hyper bien accueilli. Enfin, ils ont tous été hyper bienveillants. Ils me parlaient du coup sur le terrain pour apprendre à me placer. Si je faisais des passes, je me suis dit, bah, je vais louper des passes forcément. Et j'avais trop peur que les gens soufflent ou me regardent mal et tout. Et en fait, enfin, j'ai jamais eu ces réactions. Enfin, ils se disaient, enfin, à chaque fois, bah, ça faisait partie du jeu. On recommence, on continue. Il y a une erreur, mais c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter. Et du coup, Ouais. bah, enfin, du coup, moi, ça m'a vraiment encouragée à continuer. Et puis après, moi, j'essayais de prouver, du coup, que sur mes jambes, bah, j'apportais quelque chose et je faisais une différence. Donc, ils voyaient que j'arrivais à faire une différence. Donc, il y avait un lien de confiance comme ça qui se créait. Et justement, en fait, j'avais tellement peur d'être individualiste qu'au début, on m'a reproché de trop faire la passe et de pas assez garder le ballon pour moi. Ce qui est assez fou. Du coup, maintenant, je le garde un peu plus et j'essaye d'aller à l'essai. Mais c'est vrai que cet aspect collectif, je l'aime vraiment bien. J'ai déjà fait 2 tournois. Un, du coup, avec cette association, on a gagné. C'est super bien passé avec les filles. Et un tournoi aussi à Dubaï. Du coup, c'était avec l'équipe de France développement. Donc, pour situer, c'est un peu l'équipe de France B avec des jeunes et des joueuses pro qui ont besoin de temps de jeu. Et pareil, en fait, j'adore cet esprit de solidarité, surtout au rugby. En fait, c'est vraiment, on va au combat, mais il y aura toujours quelqu'un avec nous. Même les entraîneurs, ils nous le répètent en permanence. Ils disent, s'il y a quelqu'un qui impulse, qui fait un choix, tout le monde y va avec elle, que ce soit un bon ou mauvais choix. On réfléchit pas, on y va, on débriefera après. Mais c'est tout le monde ensemble. Et en fait, enfin, j'adore cet état d'esprit au-delà du sport. Enfin, je pense que c'est un état d'esprit à avoir dans la vie de tous les jours, quoi. Clairement, clairement. Enfin, en tout cas, moi, je suis 100% d'accord avec toi aussi. Et je disais tout à l'heure, je trouve que les valeurs de rugby, elles sont juste géniales. Voilà, j'imagine que tout n'est pas super rose, mais globalement, c'est vrai que c'est un sport qui a l'air, enfin, qui a l'air d'être top en termes d'expérience en tant que joueur. Génial. Tu nous parlais de comment tu te servais des outils de visualisation, de projection, etc. Quand tu étais en heptathlon. Euh, Là, comme tu viens de te lancer dans une nouvelle direction avec des ambitions déjà fortes, comment est-ce que
t'es préparé du coup? Est-ce que tu t'es dit que tu avais tu vois, des jalons, des épreuves en particulier par lesquelles tu veux absolument passer pour valider des paliers de niveau ou pas forcément, tu fais confiance à ton intuition au fil de l'eau? Bah déjà, en fait, ce que j'ai fait, c'est me dire bah, quelle est la bonne attitude pour ce challenge. Parce qu'en fait, je me suis dit, bah, faut changer ton attitude. Pas qu'elle était mauvaise en soi avant, mais avant, bah, j'étais dans ma zone de confort. Je savais que j'étais dans les meilleures françaises. Enfin, ça roulait, même si j'étais toujours dans une posture d'apprentissage. C'est pas la même que de découvrir un nouveau sport, de forcément être la plus nulle, clairement dans certains domaines. Surtout que bah, directement, je m'entraîne avec des filles de l'équipe de France, donc je sais que clairement il y a des domaines où bah je suis la plus nulle quoi, et c'est pas forcément facile de se remettre dans cette posture. Donc je me suis dit bon bah faut que tu t'y prépares. Et en fait, je me suis simplement dit, bah, ok, tu pars de cet endroit-là. Enfin, ok, par exemple, si on va prendre les passes, tu sais pas faire de passes. Très bien. Bah, qu'est-ce que tu fais? Enfin, ça sert à rien de se cacher, de s'excuser à chaque fois qu'une passe est mauvaise. Il faut juste se dire, bon, bah, je progresse, j'essaye, j'apprends et juste, je veux arriver le plus rapidement à me dire, bah, j'arrive à en faire. Et en fait, se dire, bah, je suis dans une posture d'apprentissage, je mets mon ego de côté, je vais pas être la meilleure de partout. Et s'accrocher à ces petites victoires personnelles, à se dire, bah, au début, tu savais pas du tout faire une passe. Maintenant, là, les passes, elles arrivent dans les mains 95% du temps. Maintenant, il faut qu'elles soient vrillées. Enfin, faire des petits progrès comme ça, des progrès personnels. Et puis aussi, parce qu'on peut pas toujours être dans les trucs dans lesquels on n'est pas fort, quand même, faire de temps en temps des choses dans lesquelles on est fort. Enfin, du coup, moi, je garde quelques séances de sprint, quelques séances de musculation où je suis forte juste pour renforcer ces points forts et pas faire que des trucs dans lesquels on n'est pas bon en permanence. Et après, niveau préparation, ouais, je me suis dit, bah, il y a des petits jalons, mais je me suis dit, tu verras, en fait, tu verras enfin, là où tu vas, parce qu'en fait je maîtrise pas tout, enfin surtout que c'est un sport d'équipe. Après moi je suis beaucoup en lien du coup avec l'entraîneur de l'équipe de France, enfin depuis le début. Donc en fait c'est un peu lui qui m'a posé les jalons. Il m'a dit bah déjà tu vas t'entraîner avec l'association, tu vas vers ton premier tournoi. J'ai fait mon premier tournoi, ça s'est bien passé. Du coup ils m'ont dit bah tu peux aller en équipe de France développement à Dubaï, donc j'ai fait ça. Après il m'a dit bah du coup tu peux venir t'entraîner avec le groupe et après tu peux venir t'entraîner à temps plein quand tu termines ton stage. Donc en fait, lui-même m'a posé les jalons et du coup, c'est vrai que ça a quand même pas mal permis d'avancer, parce que pour moi, si on avance dans le flou, enfin, ça marche pas. Pour moi, il faut des objectifs, il faut un peu des dates butoirs pour se motiver. Surtout que là, je m'entraîne pas mal seule, du coup, en préparation physique. Donc c'est sûr que se lever à 6 heures du matin en sachant pas pourquoi, pour quand, comment, c'est compliqué. Alors que si là je me dis bon bah dans 2 mois tu vas être à temps plein avec l'équipe de France, donc il faut que tu sois prête physiquement, et le réveil il est hyper facile à 6 heures du matin. Ouais. Ouais, j'imagine, ouais. Et alors, tu nous as parlé des jalons, mais ces jalons, ils mènent tous vers quoi? Il y a un objectif final? Ouais, bah déjà, le gros objectif, c'est quand même Paris en 2024, quoi. Ouais. Les jeux à domicile, à la maison. Après, du coup, il va y avoir plusieurs jalons. Il va y avoir, bah, du coup, m'entraîner avec les filles, arriver à prouver que je peux vraiment apporter quelque chose de différent, parce que moi, c'est vraiment mon but, c'est pas d'être le boulet, en gros, de l'équipe qui arrive d'un autre sport. C'est vraiment de dire bah voilà, moi j'arrive avec mes qualités, et je peux vraiment apporter quelque chose à cette équipe par la vitesse, et quelque chose qui peut-être manque actuellement. Donc ça c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Après du coup il y a faire des étapes du circuit mondial avec l'équipe de France A, et puis bah c'est ça petit à petit. Mais le but ultime, ouais, c'est les Jeux à Paris en 2024. Trop bien. Ah, c'est chouette. J'avais fait, je crois que le deuxième épisode du podcast de mémoire. Ouais, le deuxième épisode du podcast, c'était avec Jonathan Logel. Ok, Peut-être que ouais, tu je vois. connais, Ouais, ouais, enfin, je l'ai jamais croisé, mais je vois qui c'est, ouais. qui est équipe de France de rugby à 7. Et je crois qu'il avait mis un post il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est lui qui a le record du nombre de sélections dans l'équipe de France masculine de rugby à 7. Donc Ouais. c'est top. Et, franchement, ça serait génial de vous avoir tous les deux au jeu, tu vois. Ouais, ouais, ça serait Pour y vraiment avoir- top, ouais.
Génial. Cool. Alors, la question que je me pose, c'est par rapport à ta charge d'entraînement, le fait de passer de 7 disciplines à une. Est-ce que ça a impliqué de gros changements? Est-ce que tu as beaucoup plus de temps ou pas nécessairement? Pas nécessairement en vrai. Ah. Dommage. Après, moi, j'adore m'entraîner. Enfin, si je pouvais m'entraîner, 10 heures par jour, enfin, limite, ça me plairait, quoi. Donc, il y a pas de souci de ce côté-là. Sinon, j'aurais pas fait cette discipline à la base. Et non, pas tant que ça, parce que bah déjà, il y a l'aspect physique. En plus, il faut que je développe, parce que moi, par exemple, j'avais l'habitude de courir dans l'axe, donc il faut que j'apprenne à courir latéral, à changer d'appui. Donc ça prend des entraînements. Il y a tout le travail du haut du corps. Moi, j'ai dû me développer un petit peu en haut du corps, même si je faisais des lancers, il a fallu que je le développe. Donc, ça fait des musculations. Et puis après, il y a tout le travail technique qui prend beaucoup de temps. Bah, par exemple, faire 1 heure de passe par jour, au final, ça demande pas beaucoup énergétiquement, mais ça demande du temps. Et donc, je dirais que niveau charge d'entraînement, je suis restée à peu près pareil. Et surtout que, bah, du coup, pour apporter à l'équipe, moi, je veux vraiment appuyer sur mon point fort, mon physique, donc qui reste vraiment au top, enfin, et même qui continue de progresser, quoi. Ok, ok. Ouais, bon, écoute, si dommage quelque part, mais ouais, en même temps, je suis pas trop surpris. J'imagine que voilà, en plus, tu es dans une sorte de phase de rattrapage Ouais. entre guillemets, tu vois, pour combler certains, en tout cas techniquement, certains manques que forcément tu as en n'ayant pas évolué toute ta vie dans le rugby. Donc, Ouais. ouais, excellent. Alors, je serais curieux de savoir, tu nous as dit en introduction que tu travaillais aujourd'hui pour la BPI, donc la banque pour les investissements ou pour l'investissement d'ailleurs, je sais jamais. Banque publique d'investissement. Public pour l'investissement, ok. Donc, Ouais. qui accompagne des projets de start-up. Alors, c'est une question un peu intéressée parce que bah, j'évolue aussi en ce moment dans tu vois, le monde de la création d'entreprise. Donc, je serais curieux de savoir quel parallèle est-ce que toi tu ferais entre le haut niveau et l'univers alors des startups ou de l'entrepreneuriat en général, comme tu baignes un peu dans les deux. Ouais, je baigne totalement dans les deux, un peu comme toi. Et du coup, bah, moi, je vois énormément de parallèles. Parce que pour moi, bah, un entrepreneur et un sportif, du coup, il a un projet qui lui appartient à lui en premier, même s'il y a des gens, bah, bien sûr, qui gravitent autour. Nous, il y a des entraîneurs, les entrepreneurs, peut y avoir des associés, des investisseurs, mais enfin, c'est déjà son projet à soi, il faut se l'approprier, il faut que ça soit un peu une passion ou que au moins ça nous tienne vraiment à cœur, parce que pour moi dans les deux cas on réussit vraiment que si on est convaincu de son projet et deux à fond dedans. On peut pas se permettre de se dire je le fais mais à 20-30% ça marche pas. Donc il y a ça. Deuxième parallèle, c'est de bien s'entourer. Enfin pour moi c'est hyper important d'être entouré des bonnes personnes. Moi je l'ai vu dans ma carrière, un bon entraîneur ou un mauvais entraîneur, ça peut faire des différences énormes. Et pareil au niveau entrepreneurial, si on a des bons associés, il suffit d'avoir deux bons associés, et ben la société elle peut hyper bien marcher si c'est complémentaire. Alors que si les associés sont pas vraiment en phase, ou les compétences sont pas complémentaires, ou ils ont pas le même état d'esprit, bah ça va être beaucoup beaucoup plus compliqué. Enfin moi je le vois sur la multitude des projets. Enfin souvent ce qui fait la différence c'est l'humain. Enfin c'est l'investissement des personnes dans leur société, leur vision. Et c'est pas forcément les personnes qui ont le meilleur CV, le plus gros background. En fait, ça va juste être des personnes passionnées et surtout qui acceptent de se dire je sais pas tout et je vais aller chercher des compétences ailleurs, que ce soit des mentors, que ce soit des employés qui sont plus forts qu'eux dans certains domaines. Donc je pense que c'est ça qui est important. Et au sport, bah je ferais le parallèle de reconnaître ses faiblesses, de dire bah enfin par exemple là dans le sport co, bah je suis pas hyper bonne pour l'instant pour faire des passes. Bah ok, je vais aller jouer à l'aile, je vais attendre que les passes viennent à moi, et par contre quand j'ai la balle je sprinte à fond, et là c'est ma grande force. Et du coup bah tu combines la force des deux, une fille à ta gauche qui fait une super passe, toi qui mets tes jambes, et du coup ça va à l'essai. Et du coup enfin
voilà, moi je pense que c'est les deux plus gros parallèles que je vois, être vraiment investi à 200% dans son projet et savoir reconnaître ses faiblesses, donc se connaître et faire la démarche de s'entourer des personnes qui sont meilleures que nous dans les domaines et enfin, j'aime pas beaucoup ce mot, mais enfin, je voulais dire utiliser, mais en fait, on va dire s'associer à elle, quoi. Top, écoute, on arrive au bout. Je voulais te dire un grand merci, c'était juste passionnant. C'était trop bien de pouvoir échanger avec toi, de mieux comprendre comment tu avais tu vois, géré cette transition, la flamme, ce qui fait que tu as eu une flamme pendant ces 12 ans pour l'heptathlon, qui est aujourd'hui en train de voilà, d'être alimenté par une discipline différente. Les parallèles que tu vois avec l'entrepreneuriat, enfin, c'était juste génial. Donc, je voulais te dire un grand merci pour ton temps, Diane. Merci à Peut-être toi, pour franchement, c'était hyper top, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi sur ce podcast. En plus, on voit que t'es vraiment passionné et puis vu tous les précédentes personnalités qui sont venues, c'est un honneur. bah écoute, avec grand plaisir. Et peut-être, tu vois, pour conclure, en tant que qu'athlète de haut niveau, que voilà, personne qui suit des projets entrepreneuriaux, bref, quelqu'un qui est vraiment multicasquette, comme tu nous l'as dit, quel serait peut-être le conseil à donner ou toi, l'adage qui te semble vraiment important? Je pense qu'il y avait une chose à dire, c'est vraiment suivre son instinct et prendre des risques. En fait, enfin, réellement faire ce qui nous passionne et ce qui nous fait peur, parce que souvent ce qui va mener aux plus belles choses dans sa vie, c'est d'aller faire les choses qui nous font peur et qui nous tiennent à cœur, et du coup d'oser se lancer, de y aller, quoi, de vivre à 200% sa vie, quoi. 200%. Génial, j'adore le message. Merci beaucoup Diane, tout le meilleur pour la suite. On fera un épisode débrief de la finale des JO en 2024 si ça te va. Parfait. Quand vous serez allé chercher la coupe. À bientôt. Salut Diane.